Bonjour à tous, mon nom est Sylvie Turgeon, je suis professeure au département de sciences des aliments à l'Université Laval et ça me fait plaisir ce matin d'introduire pour cette présentation Mélanie Lacroix, qui est étudiante à la maîtrise au département de sciences des aliments également, qui va présenter les résultats des travaux de recherche de sa maîtrise qui portent sur l'étude de la relation entre les caractéristiques physico-chimiques des sirops d'érable et leur comportement pendant les procédés de transformation. Merci beaucoup. Lorsque c'est le printemps, une des premières choses qui nous vient en tête, c'est les repas qu'on passe en famille à la cabane à sucre. Ce qui fait que le sirop d'érable, c'est un emblème culturel. En plus, c'est un aliment qui est important pour l'économie du Québec, étant donné qu'on en produit pour plus de 70% de tout le sirop produit mondialement. Ça représente environ 513 millions de dollars pour l'année 2020, par exemple. Le sirop d'érable, c'est un concentré de sève d'arbre du genre acer. Et ça peut être intéressant de faire cristalliser le sirop. En fait, à partir de la cristallisation du sirop, on peut obtenir différents produits comme le beurre d'érable, les bonbons mous, le granulé et le pain de sucre. Tous ces produits se regroupent sous le nom produits d'érable. Et pour les fabriquer, à partir du sirop d'érable, on le fait bouillir jusqu'à ce qu'il atteigne une température d'ébullition de 111 à 124 degrés Celsius, dépendamment du produit qu'on souhaite faire. Ensuite, il y a une étape de refroidissement, puis il est agité, et ensuite, dépendamment du produit, il y a une étape de moulage. Comme les produits d'érable sont des produits de confiserie, on peut utiliser les notions de confiserie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le graphique qu'on voit ici, c'est un diagramme de phase. En fait, ça représente l'état d'un mélange sucrose-eau en fonction de sa température et de la proportion de sucre. La première courbe qu'on voit en haut, c'est la courbe de la température d'ébullition, donc la température à laquelle le sirop bout. La courbe juste en dessous, c'est la courbe de la solubilité. Par conséquent, si on se trouve ici, on dit qu'on est dans une solution. Et si on est à droite de la courbe de la solubilité, on dit qu'on est dans une solution sursaturée. En fait, dans une solution sursaturée, il y a plus de sucrose dissous que ce que la solution peut normalement contenir. À 1 degré Brix donné, si on diminue la température, on va voir que les molécules vont avoir de moins en moins de mobilité pour se déplacer. Et ça va avoir pour effet d'augmenter la viscosité. Puis il va arriver un moment où la viscosité va être tellement élevée qu'on dit qu'on se retrouve dans quelque chose de solide. Ce changement-là, ça s'appelle la transition vitreuse. Donc si on est sous la courbe de la température de transition vitreuse, on dit qu'on est dans un aliment vitrifié. Et un exemple d'aliment vitrifié, c'est par exemple les suçons. On peut utiliser aussi le diagramme de phase pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fabrique des produits de l'érable. Par exemple, en confiserie, on part tout d'abord avec une solution, donc un mélange sucrose-eau. Puis on le fait chauffer, ce qui va avoir pour effet d'augmenter sa température, mais ne changera pas sa composition. Il va arriver un moment où le mélange va commencer à bouillir, et ça va avoir pour effet de faire sortir de l'eau du mélange et donc concentrer les sucres. L'effet qu'on va pouvoir observer à ce moment-là, c'est que la température d'ébullition augmente à mesure que les sucres se concentrent. En fait, il est courant en confiserie d'utiliser la température d'ébullition en tant qu'indicateur de la teneur en sucrose. Donc, pour les produits de l'érable, on va viser différentes températures d'ébullition en fonction du produit qu'on souhaite faire. Si on veut quelque chose de plus mou, par exemple, on va viser une température d'ébullition qui est plus faible. Une fois que c'est fait, le mélange est refroidi et lorsqu'on va avoir atteint la température de refroidissement souhaitée, on va agiter. Et l'agitation, ça va provoquer la formation de mini-cristaux, donc les nucléi, les premiers petits cristaux. Si on agite à basse température, la vitesse de cristallisation est faible parce que les molécules ont de la difficulté à se déplacer. Ça va avoir pour effet de faire des plus petits cristaux. Donc, si on agite à plus haute température, comme la viscosité est plus faible, les molécules vont avoir plus de facilité à se déplacer et donc ça va former des plus gros cristaux. Si on agite à plus haute température, on pourrait se dire « Ah, mais là, ça va faire encore des plus gros cristaux », mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a un autre phénomène qui rentre en compte qui est la sursaturation. Donc, si on agite à encore plus haute température, le mélange va être moins sursaturé et donc ça va avoir pour effet de faire, en théorie, des plus petits cristaux.
La cristallisation est très importante parce que c'est elle qui va donner la texture au produit. Avec tout ça, on peut donc dire que les facteurs qui influencent la texture des produits de l'érable, ce serait le procédé de fabrication, mais ce n'est pas le seul. Parce que là, le diagramme qu'on a là, c'est pour un mélange sucrose-eau. Mais s'il y avait autre chose que du sucrose et de l'eau, ce qu'on verrait, c'est que les courbes seraient plus au même endroit. Et par conséquent, on peut dire que la composition chimique a un impact sur les courbes et donc sur la texture finale des produits. Et il se trouve que justement, le sirop d'érable contient majoritairement du sucrose et de l'eau, mais il contient d'autres composés qui sont présents en plus petite quantité et qui sont représentés par la petite bande brune sur le diagramme en pointe de tarte et qui est agrandi sur le côté. Dans le sirop d'érable, on a des acides aminés qui sont des composés azotés, mais qui ne sont pas les seuls composés azotés du sirop. On a aussi des polyphénols et également du sucre inverti qui est du glucose et du fructose. Dans la littérature, il a été relevé que ces composés sont présents en plus grande quantité dans les sirops qui sont plus foncés. D'ailleurs, la couleur du sirop détermine aussi dans quelle classe le sirop se retrouve. Donc, il peut se retrouver dans soit doré, ambré, foncé ou très foncé. La problématique en lien avec le projet, c'est qu'il n'y a pas de diagramme de phase qui est disponible pour le sirop d'érable afin de nous aider à mieux produire des produits de l'érable. Également, on ne connaît pas l'évolution de la composition du sirop au cours de l'entreposage. L'hypothèse est donc que la classe des sirops d'érable et de leur composition influence le diagramme de phase sur les plages de température typiquement utilisées pour la fabrication des produits d'érable. Le premier objectif qui en découle, c'est de caractériser les propriétés physico-chimiques des classes de sirop d'érable à différents moments de l'entreposage. Et le deuxième objectif, c'est de déterminer les courbes de la température d'ébullition et de la transition vitreuse selon la teneur en solide soluble pour chacune des classes de sirop. Pour l'objectif 1, on avait 21 lots de sirop qui étaient disponibles. Tous ces sirops ont été entreposés à température pièce et à moins 0, 6 et 12, il y a une conserve qui a été ouverte. Sur ces conserves, des analyses physico-chimiques ont été effectuées. Tout d'abord, la classe a été déterminée en mesurant la température à 560 nanomètres. Ensuite, la teneur en différentes molécules a été mesurée et ces molécules sont l'azote total, les polyphénols et les sucres, qui est le sucrose, glucose et fructose. Le tableau qu'on voit ici, c'est le nombre de lots de sirop qu'on a mesuré à moins 0, 6 et 12 pour chacune des classes de sirop. En fait, le tableau est présent juste ici pour montrer qu'il y a certains sirops qui changeaient de classe pendant l'entreposage. Ce que vous voyez ici, c'est la teneur en azote total pour chacune des classes de sirop. On n'a pas représenté l'évolution de la teneur en azote total étant donné qu'elle reste stable dans le temps. Les concentrations qu'on a obtenues sont celles qu'on retrouve habituellement pour les sirops d'érable. Les petites lettres qui viennent de s'ajouter au-dessus de chaque bande du graphique, c'est une façon d'indiquer si statistiquement les moyennes sont pareilles ou différentes. Ainsi, on peut donc dire avec ces lettres-là que le sirop très foncé a une teneur en azote total qui est statistiquement supérieure au sirop de classe foncé et ambré. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les sirops qui sont plus foncés, il y a tendance à avoir plus de composés azotés. En fait, la couleur foncée vient de la réaction de Maillard, duquel sont impliqués les composés azotés. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que les composés azotés pourraient influencer la courbe de la température de la transition vitreuse. Dans le graphique ici, on a les résultats de polyphénol exprimés en milli-équivalents d'acide gallique par 100 g de sirop pour chaque durée d'entreposage et pour chaque classe de sirop. Les concentrations qu'on a obtenues sont inférieures à celles qu'on retrouve habituellement pour les sirops d'érable, mais c'est correct parce que ce qu'on veut surtout observer, c'est les différences entre les classes de sirop et les différences pendant l'entreposage. Une des premières choses qu'on peut remarquer ici, c'est qu'à moins 0, le très foncé est plus élevé que le foncé et le ambré pour la teneur en polyphénol. Et ça s'explique parce que les polyphénols, eux aussi, sont impliqués dans la formation des pigments du sirop.
Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à moins 12, il y a une diminution pour la teneur en polyphénol pour le sirop très foncé. C'est quelque chose qui n'est pas très surprenant, étant donné que de façon générale, dans les aliments, les polyphénols diminuent au cours de l'entreposage. Ce qui est particulièrement intéressant avec les polyphénols, c'est qu'ils pourraient diminuer la vitesse de cristallisation du sucrose. En fait, dans le sirop d'érable, il a déjà été relevé qu'il y a des polyphénols qui sont associés à des sucres, et ces associations-là ont montré que de façon générale, ils diminuent la vitesse de cristallisation du sucrose. Donc, les polyphénols pourraient diminuer la vitesse de cristallisation lorsqu'on fabrique les produits de l'érable. Maintenant, on a ici les résultats des sucres. Dans le graphique qui est à gauche, on a la teneur en sucrose pour chacune des classes de sirop. Et dans le graphique à droite, on a la teneur en sucre inverti, donc en glucose et en fructose, pour chacune des classes de sirop. Sur la bande, la partie qui est en plus foncé, ça représente le sucrose, et la partie qui est en plus pâle, ça représente le glucose. Les concentrations qu'on a obtenues sont celles qu'on retrouve habituellement pour les sirops d'érable. Aussi, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans les sirops plus foncés, il y a une diminution de la teneur en sucrose, tandis que le sucre inverti augmente. En fait, le sucre inverti vient de, lorsqu'il est sous forme d'eau d'érable, le sucrose est scindé en deux, donc en glucose et en fructose, par les micro-organismes. Et ce qui est intéressant avec le sucre inverti, c'est qu'il pourrait influencer les courbes de la température d'ébullition et de la transition vitreuse. Donc pour vérifier ça, voici comment on s'y est pris pour faire l'objectif 2. Pour l'objectif 2, on est parti de 2 sirops ambrés, 2 sirops foncés et 2 sirops très foncés. Tous ces sirops ont été bouillis dans un montage de type Dean Stark. En fait, ça ressemble à ça ici. L'intérêt d'utiliser un montage comme ça, c'est qu'il permet de stabiliser la température d'ébullition. C'est pratique d'un point de vue laboratoire, mais ça ne serait pas pratique d'un point de vue transformation du sirop. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a de l'eau qui est mise dans le ballon en dessous et il y a une source de chaleur en dessous. Ce qui fait que l'eau va chauffer et éventuellement bouillir et l'eau va monter dans le montage jusqu'au condenseur qui est la partie en rose. L'eau va alors condenser puis tomber dans la verrie qui est en dessous. Une fois que c'est plein, il y a une partie de l'eau qui est retirée et l'eau du ballon est remplacée par du sirop. Donc là, on fait la même chose. On fait bouillir le sirop et à ce moment-là, il y a de l'eau qui va s'évaporer, qui va monter jusqu'au condenseur puis tomber dans la verrie en dessous. À mesure que l'eau s'évapore et retombe, on va observer que la température d'ébullition du sirop augmente. Lorsque la verrie va être pleine, il va se produire la même chose, c'est-à-dire que l'eau va sortir du sirop puis elle va retomber dans la verrie, mais comme elle est pleine, l'eau excédentaire va retomber dans le sirop d'érable. Ce qui va faire que ça va stabiliser la température et donc on dit qu'on est dans un système à l'équilibre. Donc la façon de contrôler le montage pour arriver à différentes températures d'ébullition, c'est de viser 3 volumes qui sont différents. Et ça nous permet de viser des plages de température d'ébullition autour de ceux des produits de l'érable. Ici, ce qui est mesuré, c'est donc l'élévation de la température d'ébullition qui correspond à la température d'ébullition du sirop moins la température d'ébullition de l'eau. Une fois que c'est fait, il y a des échantillons qui sont prélevés. Le premier échantillon sert à mesurer la température de transition vitreuse, donc la température à laquelle les molécules n'ont plus de capacité de se déplacer. Et également, l'autre mesure qui est prise, c'est le degré Brix, qui est mesuré par indice de réfraction. Ces 3 mesures-là vont nous permettre de tracer les 2 courbes du diagramme de phase, qui est la courbe de la température d'ébullition et la courbe de la transition vitreuse. On va donc voir ensemble les résultats de la température de transition vitreuse. Donc ça, c'est la courbe qui est en bas dans le diagramme de phase, la température à laquelle les molécules n'ont plus la capacité de se déplacer. Dans le graphique ici, ce qu'on voit, c'est la température de transition vitreuse en fonction des solides solubles. Chaque point qu'on voit actuellement, ça représente une ébullition qui a été faite sur des classes de sirop très foncées.
À partir de ce nuage de points-là, on est capable de tracer une droite, donc une courbe de tendance, qui illustre de quelle façon le sirop très foncé se comporte. La zone grise qui est autour, ça représente la variabilité de la classe. En faisant ça également avec les autres classes de sirop, donc c'est-à-dire en traçant les points pour les classes ambrées et foncées, puis en traçant les courbes de tendance pour chacune de ces classes, on peut observer qu'est-ce qui se passe pour toutes les classes de sirop. Ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est qu'à mesure que le degré Brix augmente, on a une augmentation de la température de transition vitreuse, telle qui était attendue d'après la littérature. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'effet de classe significatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à un degré Brix donné, peu importe la classe de sirop, on devrait obtenir toujours la même température de transition vitreuse. À titre indicatif, on a ici les courbes de la température de transition vitreuse pour le sucrose et pour le glucose d'après la littérature scientifique. En voyant ça, on pourrait se dire, si on augmente la teneur en sucre inverti, alors on devrait voir des températures de transition vitreuse comme étant plus basses. À titre indicatif, dans nos sirops, on a des teneurs en sucre inverti qui varient de 0,7 à 2,4. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que la teneur en sucre inverti n'est pas suffisante pour influencer la courbe de la température de transition vitreuse. Donc, a priori, toutes les classes se transformeraient de la même façon. C'est donc ce qu'on va vérifier en mesurant, c'est donc ce qu'on va vérifier ensemble en regardant ensemble les résultats de la température d'ébullition. Donc ça, c'est la courbe qui est en haut dans le diagramme de phase. Le graphique qui est ici représente donc l'élévation de la température d'ébullition de l'eau selon les solides solubles et pour chacune des classes de sirop. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à mesure que le degré Brix augmente, l'élévation de la température d'ébullition de l'eau est plus grande elle aussi. C'est exactement ce à quoi on s'attendait d'après la littérature. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que la classe foncée, elle a une grande variabilité. La zone grise qui est autour est très grande. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe exactement à l'échelle de chaque lot. Pour ce faire, au lieu de tracer les courbes de tendance en fonction des classes de sirop, on les a tracées en fonction de chaque lot. Donc, chaque ligne que vous voyez, c'est un lot différent de sirop. Plus que la courbe est foncée, plus que le lot de sirop contient beaucoup de sucre inverti. Donc, en voyant ça, si on prend une concentration à un degré Brix donné, on pourrait se dire que, dépendamment de la teneur en sucre inverti, dépendamment du lot, on aurait une élévation de température d'ébullition de l'eau qui serait différente. À titre comparatif, on a ici la courbe de l'élévation de la température d'ébullition de l'eau pour le sucrose et pour le glucose, d'après la littérature scientifique. En regardant ces deux courbes-là, on pourrait se dire, s'il y a plus de sucre inverti, on devrait voir une température d'ébullition de l'eau qui serait plus élevée. Une élévation de la température d'ébullition de l'eau qui serait plus élevée, pardon. Par contre, en regardant nos données, ce qu'on voit, c'est que s'il y a plus de sucre inverti, donc si la courbe est plus foncée, la courbe se retrouve plus bas dans le graphique. Et donc, on a une tendance qui est inverse de celle qu'on s'attendrait d'après la littérature scientifique. Donc, ce qu'on pourrait se demander à ce moment-là, ce serait est-ce qu'il y aurait d'autres composés du sirop qui pourraient influencer l'élévation de la température d'ébullition? Pour conclure, on a vu ensemble les propriétés physico-chimiques du sirop. Ce qu'on peut en retenir, c'est que les propriétés physico-chimiques varient en fonction de la classe et évoluent parfois en fonction de l'entreposage, par exemple si on pense au polyphénol. Concernant le diagramme de phase, ce qu'on peut en retirer, c'est que la température d'ébullition en tant qu'indicateur du Brix devrait être utilisée différemment en fonction de la classe. Par exemple, on a vu que le sirop foncé se comporte différemment des autres classes. Les différentes courbes du diagramme de phase seront des outils qui vont être très utiles pour estimer les plages de température où le sucrose peut cristalliser. Par contre, avant de pouvoir être utilisé dans des applications concrètes, il faudrait étudier également la vitesse de cristallisation. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé au projet. Et pour terminer, je vais passer quelques diapositives qui montrent les différentes sources qui ont été citées au cours de la présentation. Merci beaucoup.